Je suis Éric Caron, donc consultant en technologie au Consortium provincial francophone. Merci beaucoup, René, d'être présente et je te laisse la parole. Ton microphone est éteint présentement, René. Hey, merci beaucoup, Eric. Merci au consortium de m'avoir invité. Salutations à tout le monde. Je vais fermer le webcam juste parce que ça prend trop de bandes passantes et puis j'ai pas un rythme de plus qu'avant. Alors pour ceux qui me connaissent, là, vous n'avez pas besoin d'une image supplémentaire. Alors bienvenue à la session aujourd'hui. Je suis très enchantée de faire partie des gens auxquels le consortium compte pour donner des formations. Alors, mon plaisir est aujourd'hui de parler des tests de rendement de mathématiques de sixième année en ce 3 décembre 2018. C'est un bon moment pour en parler. Après tout, il reste à peu près 6 mois dans l'année scolaire. Alors, allons-y. Bienvenue à tous et salutations particulières à tous les gens qui se sont joints et je note qu'il y a des gens en francophone, il y a des gens en immersion, il y a des gens, je crois que la région la plus au sud, c'est à High River. Et la région la plus au nord, ben là, on pourrait se débattre. C'est peut-être Lac-la-Biche, c'est peut-être l'école voyageur ici. Alors, donc, on verra bien là, la liste des participants. Et merci aussi à l'école La Source qui, elle, s'est regroupée pour participer à la formation. Donc, lançons-nous là-dedans. Au programme aujourd'hui, bien sûr, on va parler des composantes de l'examen. On va faire quelques questions ensemble. Ça explique pourquoi vous devriez avoir papier, crayon et possiblement calculatrice à la portée de la main. On va parler de comment mieux préparer les élèves et comment maximiser les documents d'Alberta Education. Et tout ça ne viendra pas nécessairement dans l'ordre présenté sur cette diapo, mais plutôt on va mélanger tout ça ensemble afin de maximiser le temps qu'on a. Donc, parlons de l'horaire des examens. Ici, on sait que pour mathématiques, et pas mal tous les examens de sixième année en fait, ils seront administrés entre le 10 et le 27 juin 2019. Malgré nous, ça s'en vient. Et bien sûr, il n'y a pas d'examen le 21 juin puisque c'est la journée nationale des Autochtones. Dans le document bulletin d'information mathématiques, alors rappelons-nous que on veut maximiser l'usage de ces documents-là pour avoir de l'information qui vient directement d'Alberta Education et non une interprétation de moi ou quelqu'un d'autre. Donc, dans ce document ici, vous allez trouver de l'information fort intéressante telle que la structure de l'examen. Alors, il y a bien sûr, depuis 2 ans, alors vous serez l'année 3, la partie A et la partie B. La partie A étant de 15 questions. Ce sont des questions à réponse numérique qui comptent pour 10%. Cette partie, cette année, on nous dit que la partie A a été créée en fonction d'une période de 20 minutes. Toutefois, l'enseignant peut accorder jusqu'à 40 minutes pour cette partie. La partie B, elle, est de 40 questions à choix multiples, compte pour 90%, et la partie B a été conçue pour une période de 70 minutes. Toutefois, l'enseignant peut accorder jusqu'à 140 minutes. La répartition de l'examen, bien sûr, dans la partie A, toutes les questions relèveront du domaine du sens du nombre. Dans la partie B, il y a une répartition légèrement variante d'un domaine à l'autre. Toutefois, l'information est fort intéressante du fait que, dans le fond, l'examen, ça vous donne une idée sur quoi insister davantage durant l'année. Il est clair que si on parle à Alberta Education, nous avons le mandat de couvrir tout le programme d'études. Toutefois, on se rend compte que certains domaines ont une plus grande importance dans l'examen. Est-ce que ça veut dire qu'on y porte plus d'importance durant l'année scolaire? À vous de juger. Il y a 3 niveaux de complexité. C'est très important d'en parler ici. Il y a le niveau faible, moyen et grand, bien sûr. Alors, la partie A, on nous dit que les questions sont d'une complexité faible. Or, ça ne veut pas dire que les questions sont faciles, mais que plutôt la complexité de la question est faible. Grande différence. En partie B, il y a les pourcentages de questions pour faible, moyen et grande. Et c'est très intéressant de voir que la majorité sera bien sûr de complexité moyenne, mais la grande complexité
C'est des questions qui vont probablement, en bout de ligne, déterminer quels élèves arrivent ou se voient accorder la norme acceptable ou la norme d'excellence dans l'examen. Alors, c'est à prendre en considération. Et ces pourcentages sont vraiment une partie intégrale parce que les gens qui doivent composer les examens, eux, les prennent ceci au sérieux et en considération, bien sûr, pour choisir les questions. Or, ces questions ont passé par les tests expérimentaux auxquels vous êtes invités à contribuer, mais sachez que, étant donné les résultats dans les tests expérimentaux, on peut donc déterminer quelles questions ont une complexité faible, moyenne et grande, et on aura le plaisir d'en parler tout de suite, vous allez voir. Question 1. C'est le moment de tirer votre papier, votre crayon. Je vous pose une question tirée directement d'un examen. Alors, j'espère que vous avez un écran suffisamment grand pour lire la question. Sinon, rapprochez-vous. Donc, la première question, ce qu'on va faire cet après-midi. Une nouvelle école est en construction dans une communauté. Chaque mois, un journal local publie des rapports sur le progrès des travaux de construction de la nouvelle école. Des élèves de 6e année ont tracé un graphique pour présenter cette information. Et voici la question reliée à ce graphique. Pendant combien de mois les travaux de construction ont-ils progressé de plus de 10%? Prenez un moment pour trouver la réponse. Si vous êtes entouré de collègues, consultez et si quelqu'un pouvait aller directement dans la boîte de conversation et me donner votre réponse. Alors, Nicolas dit 3, là, je présume que la réponse serait la lettre A, bien sûr. J'ai tout à fait compris, Nicolas, inquiète pas. Alors, il semble que ce soit 3 mois dans l'année. Si on attendait la réponse de Karen pour confirmer. Non? OK, oui, bravo. OK, tout à fait. Donc, selon vous, allez dans la boîte de la conversation. Selon vous, est-ce que c'est une question de complexité faible, moyenne ou grande? Quelqu'un veut s'essayer? Je vois que plusieurs sont en voie d'écrire leur opinion. Et bien sûr, la réponse que je vais vous donner, c'est l'opinion d'Alberta Education. Ceci est considéré une question de faible complexité. Voilà, ça vous donne un exemple. Deuxième question, papier-crayon. Candice gagne 5,75 $ de l'heure pour la garde d'enfants et 6,40 $ de l'heure pour les travaux de jardinage. Bien sûr, c'est probablement pas des taux albertains depuis le 1er octobre. Candice met de côté l'argent qu'elle gagne pour 8 heures de garde et 3 heures de travaux de jardinage. Alors, elle met cet argent de côté. La question est, combien d'argent de plus Candice doit-elle mettre de côté pour acheter un appareil photo qui coûte 119,80 $. Je vous laisse un moment, il y a quand même quelques calculs ici. Et bien sûr, quand vous serez prêt, ce serait bien d'ajouter votre réponse à la boîte de conversation. Catherine, est-ce que vous pouvez mettre les mots? Ah! Je n'ai pas ce contrôle. On a pourtant fait le test cet après-midi. Alors, je vais relire. Candice gagne 5,75 $ de l'heure pour la garde d'enfants et 6,40 $ de l'heure pour les travaux de jardinage. Candice met de côté l'argent qu'elle gagne pour 8 heures de garde d'enfants et 3 heures de travaux de jardinage. Alors, je répète les taux. 5,75 $ pour la garde d'enfants, 6,40 $ pour les travaux de jardinage. Candice fait 8 heures de garde et 3 heures de travaux de jardinage. La question donc. Oups, OK, Eric, tu joues avec mes diapos? Oui. OK, c'est beau. T'essaies de Je voulais juste corriger le voir si on était problème? capable. Absolument. Je te laisse. OK, d'accord. Alors, allons voir la question à nouveau. Est-ce que ceci est meilleur, gang? Je ne sais pas si... on a pourtant fait... OK. On a pourtant fait des tests cet après-midi. Désolé si ça n'apparaît pas au complet. Eric, si jamais le plan de... On a besoin d'enlever quelque chose, je te laisse jouer avec ça. Alors, la question, c'est combien d'argent de plus Candice doit-elle mettre de côté? Alors, l'idée ici, c'est bien sûr, si vous êtes prêt à écrire une réponse, allez-y.
Alors ça, c'est la question précédente. Et Karen nous a offert une réponse ici de 56,60. C'est tout près. La réponse serait A, B, C ou D. Oh, OK. Alors peut-être que, étant donné que certaines personnes ne voient pas la question au complet, que vous n'avez pas les bons nombres, mais la question finale, c'est combien d'argent de plus Candice doit-elle mettre de côté pour acheter un appareil photo qui coûte 119,80 $. Dommage qu'on ne puisse pas voir toute la question. Je suis totalement désolée de voir ça. La diapo est blanche. OK. Boy, ça s'annonce un petit peu difficile. Je propose donc de passer. C'est-à-dire que la question, la réponse est B. Et en fait, ce que je veux savoir de vous, c'est quel niveau de complexité pensez-vous que cette question comporte? Alors, le niveau de complexité de cette question, selon vous. Alors, j'ai quelques personnes quelques personnes qui trouvent ça difficile sans voir le problème. Bien sûr, Isabelle, je suis désolée. Je n'ai pas de contrôle au moment. Ce que vous devez comprendre, c'est que le PowerPoint est enregistré dans Adobe Connect et j'ai aucun pouvoir de modification présentement au moment où on se parle. Donc, effectivement, le niveau de complexité est dit moyenne. Passons donc à la question suivante. J'espère que celle-ci, vous pouvez mieux la voir. Alors, c'est la question 3. On voit le derrière d'un camion dans lequel le camion transporte des petits paquets, des paquets de grandeur moyenne et des gros paquets. La question nous dit, on place 10 paquets au fond d'un camion, comme illustré ci-dessous. Un gros paquet a la même masse que 2 paquets moyens. Un paquet moyen a la même masse que 3 petits paquets. Alors, la question va apparaître en bas à droite et j'espère que celle-ci apparaîtra au complet. La voici. Combien de petits paquets doit-on placer sur le côté droit du camion pour équilibrer la charge? On veut équilibrer la charge. Alors, les choix de réponse sont 8, 9, 12 et 13. Alors, vous êtes probablement tous en phase de réflexion. Alors, la question c'est, combien de petits paquets doit-on placer sur le côté droit du camion pour équilibrer la charge? J'ai quand même 3 réponses différentes ici. Ce qui est fort intéressant, puisque ça démontre en fait que possiblement la question, qu'on l'ait bien lu ou non, que possiblement la question est franchement difficile. Et effectivement, elle est de grande complexité. Et pour les personnes intéressées, la réponse est 13. Donc, ceci relève évidemment, parce qu'on parle d'équilibrer le côté droit et le côté gauche du camion, ceci relève définitivement du domaine qu'on appelle régularité et relation, où on parle d'équilibre en algèbre. D'accord? Alors, ce modèle de question, bien sûr, étant difficile, on vient d'apprendre quelque chose. On vient d'apprendre que, dans le fond, il y a des questions dites faciles, et des questions moyennes et des questions dites difficiles. Et c'est notre tâche, nous comme enseignants, d'essayer d'incorporer des questions un petit peu plus difficiles pour pouvoir aider l'enseignant à déterminer parmi ses élèves qui fonctionne au niveau acceptable et qui est capable d'aller au-delà et fonctionner donc dans ce qu'on appelle la norme d'excellence, n'est-ce pas? Alors, ce type de questions, on n'est pas tous capables de les inventer. Soyons bien honnêtes. Et pour cette raison, en fin de webinaire, vous allez recevoir un lien qui contient beaucoup de belles choses que vous pourrez utiliser dans votre salle de classe. On en reparle plus tard. Donc, parlons du matériel permis, que ça vient toujours du même document que je vous ai présenté tantôt. Donc, pour la partie A, soyons bien clairs, la partie A a 15 questions, 10% de la note, jusqu'à 40 minutes pour le faire. Le matériel permis, bien sûr,
papier, crayon HB, gomme à effacer. Matériel de manipulation qui ne donne pas de réponse. OK? Alors, par exemple, le matériel de base 10 ne donne pas de réponse. Le questionnaire, bien sûr. La feuille réponse, bien sûr. D'accord? Maintenant, voici un modèle de feuille réponse pour partie A. Et pourquoi je la présente? C'est parce que je trouve qu'elle est intimidante pour un enfant de 6e année. Rappelons-nous que vos élèves, si ma mémoire est bonne, ce sont des élèves qui n'ont pas fait de test de rendement en 3e année. Ils étaient de la cohorte qui ont essayé du moins ce qu'on appelait le SLA ou les tests d'évaluation d'apprentissage des élèves. SLA voulait dire Student Learning Assessment, la tentative de supprimer les tests de rendement par un remplacement qui est maintenant rendu optionnel en 3e année. Donc, cette feuille-là devient toute nouvelle et intimidante. Si un élève est dans votre classe depuis le début de l'année, vous recevrez une étiquette pour cet élève et donc cette partie devient banale. Mais si l'élève se joint à vous, disons en avril, mai, juin, bien, vous aurez à compléter ce petit bout de papier avec votre élève afin que l'identification soit parfaite. Voici la deuxième partie de la feuille réponse. Ceci aussi peut être intimidant pour un élève. Alors, allons voir comment répondre à cette feuille de réponse. Rappelons-nous, c'est partie A. Toutes les réponses sont numériques. Alors, on suggère aux élèves d'écrire d'abord la réponse dans les boîtes et ensuite d'aller noircir les cercles correspondants. D'accord? La partie qui est corrigée en passant, ce sont seulement les cercles. La boîte comme telle n'est pas corrigée. Elle est plutôt un titre de guide, elle existe à titre de guide pour l'enfant, bien sûr. Et si jamais, pour une raison quelconque, on ne pouvait pas corriger cette feuille mécaniquement, alors on aurait une espèce on pourrait retracer les réponses de l'élève et ainsi lui donner toutes les notes auxquelles il a droit. Il y a une question dans la boîte qui dit « Où peut-on trouver une page sans réponse pour pratiquer en salle de classe? » Bingo, Nicolas! En fin de webinaire, tu recevras un lien où j'ai mis une collection de documents et pour mathématiques et pour les autres sujets de 6e année et tu y trouveras la feuille réponse universelle. D'accord? Et ça te permettra alors de l'utiliser. Même si vous n'avez pas l'équipement mécanographique à l'école pour la correction, vous pourrez encourager l'élève à répondre sous ce format, de sorte que l'élève ne soit pas intimidé par la suite. Voici un autre modèle de réponse. Présumons que la réponse est 3/10. Voici comment l'écrire dans la boîte. Et voici bien sûr comment noircir les cercles. Et comme deuxième exemple, une autre réponse qui a 3 caractères, donc le 9, la virgule et le 2, voici les cercles. Et bien sûr, si la réponse est un nombre entier, on commence par la gauche encore, et donc on a un seul cercle à noircir. Donc 4 n'est pas nécessairement 4,00. Voilà. On continue. Le matériel permis pour la partie B. Alors, vous avez remarqué qu'en partie A, bien sûr, on n'avait pas le droit à la calculatrice. Donc, en partie B, qui, elle, est de 40 questions, compte pour 90% de la note, qui peut aller jusqu'à 140 minutes, et en passant 140 minutes, c'est 2 heures et 20 minutes, qui est très long. Alors, on espère que nos élèves n'ont pas besoin de autant de temps pour compléter l'examen. Voici donc le matériel. La calculatrice ne peut pas être une calculatrice scientifique, c'est-à-dire elle peut avoir les 4 opérations, elle peut avoir les fonctions suivantes, c'est-à-dire pourcentage, racine carrée, changement de signe et mémoire. Maintenant, voici un modèle de quoi ça a l'air. Voici donc un modèle d'une calculatrice non scientifique. C'est tout ce dont ils ont droit d'utiliser en 6e année. Et ce modèle de calculatrice, croyez-le ou non, coûte 2 $ à Staples. Voilà. Continuons du côté de partie B, matériel permis. Donc, le matériel de manipulation qui ne donne pas les réponses encore une fois. Et un exemple de ceci, soyons bien prudents, la table de multiplication, elle, est un objet de manipulation dans un sens. Elle donne des réponses et par conséquent, n'est pas permise. Sauf, bien sûr, si l'élève a droit à une accommodation. Bien sûr, le questionnaire, feuille réponse et crayon HB et gomme à effacer. Donc, à prendre en considération. Maintenant, voici un modèle de feuille réponse pour la partie B. Encore une fois,
C'est pas très différent de la partie A. Donc, on aura, votre direction d'école recevra des étiquettes. L'étiquette sera appliquée à l'avance. Mais si l'élève est en retard dans son année scolaire, de par l'arrivée dans votre école, bien sûr, il y aura besoin de compléter certaines sections. L'endos de ceci, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, encore une fois, encouragez vos élèves à ne pas être intimidés par ce modèle de question. Une deuxième question est, tu es allé rapidement, la table de multiplication n'est pas permise. C'est exact, Luc, sauf pour un jeune qui a droit à des accommodations. Et il est possible que la table de multiplication soit alors permise. On s'entend là-dessus. Merci d'écrire vos questions, ça va très bien. Continuez, je continue à les lire et je garde un œil là-dessus. Si jamais vous avez besoin de quelque chose d'autre, n'hésitez pas. Et à la limite, si vous voulez vous engager dans la présentation, n'hésitez pas non plus à lever la main. Et ça me donnera un petit signal qui me permettra alors de vous donner droit de parole. Continuons. Notation locale. Alors, soyons bien clairs que dans le document en question, il y a un petit paragraphe qui parle que Albert Education exige que l'enseignant corrige les deux parties et communique les résultats des deux parties séparément aux parents avant la fin de l'année scolaire. Donc, pour ce faire, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous donne une clé de correction. Vous n'avez simplement qu'à passer à travers. Voici un modèle de clé de correction pour la partie A. Alors, on fait comme si un élève avait complété, sauf qu'on ajoute des lignes, ce qui permet une correction plus rapide pour vous. Et voici un exemple de correction, seulement 3 questions ici bien sûr, mais c'est un exemple de ce qui vous arrivera dans le paquet qui est envoyé directement à votre école pour mathématiques. Préparation des élèves. Bien sûr, c'est probablement une partie des plus importantes. Dans le document, on nous dit la chose suivante, et c'est en citation. La meilleure façon de préparer les élèves au test de rendement provincial consiste à bien leur enseigner le programme d'études et à s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on attend d'eux. Alors, s'ils ont une bonne connaissance des attentes, les probabilités sont bien meilleures qu'ils seront prêts lors de l'examen, bien sûr. La citation continue. Plusieurs des habiletés et des attitudes nécessaires pour réussir le test sont en réalité des compétences et des stratégies efficaces pour aborder toutes sortes de tâches d'apprentissage. Et je pense que le message ici, c'est, en fait, pourquoi pas exposer nos élèves à beaucoup de choses variées, que ce soit de complexité faible, moyenne ou grande, mais donnez-leur une panoplie d'expériences. D'accord? Et permettez-vous d'aller au-delà pour donner à l'élève qui est fort le goût d'aller plus loin également. Alors, je change de document maintenant et celui-ci est particulièrement fascinant. Ça s'appelle 6e année point saillant de l'évaluation. Sachez bien sûr qu'à la fin du webinaire, quand vous allez recevoir votre lien, ce document y fait partie, bien sûr. Et regardez bien la date de ce document, 2017-2018. Donc, ce qu'on fait ici dans ce document, c'est qu'on analyse des choses du test de rendement de juin dernier, qui n'est pas si loin après tout. Alors, papier, crayon, gang. Partie A, donc sans calculatrice, votre tâche est de trouver la somme de 5,75 centièmes plus 49 centièmes, allez-y. Quand vous pensez avoir une réponse, servez-vous de la boîte de conversation. Boy, vous êtes plus rapide que moi. Excellent. Sachez ici, rappelez-vous, que ceci est considéré de complexité faible. D'accord? Alors, je vais vous montrer un élève qui, lui, a eu la bonne réponse. OK? Et ça, c'est tiré directement d'une feuille réponse d'un élève. Alors, ce n'est pas repris par un enseignant. D'accord? Voici une erreur possible. OK. Alors, quand on regarde ceci, l'élève a quand même presque la bonne réponse, dirait-on. Oui, on utilise un point, Luc, simplement parce que je pense que les exemplaires qui sont devant vous ont été tirés d'un élève qui a écrit en anglais. On s'entend. Et que, bien sûr, si l'élève avait fonctionné au francophone ou en immersion, aurait utilisé une virgule. Et j'ai pas le luxe de modifier ce type de choses ici avec les équipements que j'ai, alors voilà.
Donc, on voit ici que l'élève a probablement une petite erreur de calcul ou est-ce une erreur de compréhension, on n'est pas sûr, mais clairement une erreur. Voici une autre erreur. Alors, l'élève a quand même eu une réponse très erronée. Et soyons bien clairs ici. L'élève a eu une réponse inférieure au premier terme de la question. Ce qui est troublant, parce que dans le fond, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que l'élève n'a pas pris la peine d'analyser sa question pour d'abord l'estimer. Alors, clairement, une bonne estimation dirait que la réponse serait au-delà de 6, alors qu'ici, il est à peine au-delà de 5. Donc, cet élève, s'il avait eu la chance de développer son sens d'estimation, aurait pu voir tout de suite une erreur dans son travail, et je ne peux pas vous dire qu'il l'aurait corrigé correctement, mais au moins il aurait pu détecter qu'il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Et voici une troisième erreur, qui est quand même très, très proche encore. Selon moi, dans ce cas-ci, l'élève a fait simplement une erreur de calcul. Alors, le 1 au milieu, 1 plus 7 plus 4. Je pense que c'est ça. Si on avait l'élève à côté de nous, on pourrait bien sûr lui poser la question. Okay, deuxième question, gang. Oh oui, j'oubliais. Voici donc quelque chose qui est fort intéressant. Voici l'analyse de cette question. Alors, ça nous dit qu'il y a, la réponse est 6,24. Voici la réponse. 89,2 des élèves ont réussi cette question, ce qui est quand même très bien. Mais il y a eu quand même 529 dans toute la province. Il y a eu 529 erreurs uniques. Vous en avez vu 3. D'accord? Et ce qui était fort intéressant, c'est que la description ici nous dit que c'est un problème d'addition de nombres décimaux qui relève de 5e année. D'accord? Alors, la deuxième partie, elle, de l'analyse de la même question, nous dit que si l'élève a atteint le niveau d'excellence, il fait partie de cette catégorie. Et donc, près de 98 de ces élèves ont eu la bonne réponse. Pour ceux qui ont eu la norme acceptable, très près de 92%, et ceux qui sont en dessous de la norme acceptable, il y a quand même près de 75% des élèves qui ne l'ont pas réussi. Et vous voyez avec le temps que le nombre d'erreurs uniques augmente avec je dirais pas la qualité des élèves, mais le niveau des élèves. D'accord? Et on parle ici des 3 erreurs les plus communes. Et en fait, ceci nous aide beaucoup. Parce que comme enseignant, si on peut anticiper les erreurs communes, on peut alors aider les élèves à les corriger. D'accord? Alors, l'enseignant de 5e année bénéficierait, entre autres, de voir ceci puisque cette question relève de 5e année. Toutefois, en 6e année, vous avez l'opportunité de revoir ces concepts, si le temps le permet, bien sûr, ou dans les contextes que vous allez offrir. D'accord? Alors, deuxième question, c'est encore partie A, papier-crayon sans calculatrice. 9 moins 3 et 7 centièmes. Quand vous serez prêt, on écrira une réponse dans la boîte de conversation. Et pendant que vous faites ceci, je reviens sur un détail important. On a dit que toutes les questions de partie A sont de complexité faible et j'avais ajouté le commentaire que la complexité peut être faible, mais les questions ne sont pas nécessairement faciles. Alors, voici un exemple que je pense n'est pas facile. Voici un élève qui a réussi. Alors, c'est exactement une photo prise de l'examen de l'élève. On voit son travail et il a bien sûr, il a la bonne réponse, mais on voit qu'il a quand même fait 3 tentatives. Okay? Voici une première erreur. Alors, si vous avez des élèves comme ça, ben vous devriez voir qu'il y a un problème sérieux avec cet élève. Je crois que cet élève ne comprend pas du tout les décimales et donc les valeurs de position reliées au nombre décimaux. Alors, clairement, il y a un problème ici. Si l'élève avait eu la chance d'être entraîné vers une estimation de la réponse, alors c'est pratiquement 9 moins 3. Donc, la réponse devrait être un petit peu plus ou un petit peu moins que 6. Et on espère que l'élève serait capable de dire que c'est un peu moins que 6. Et ensuite, trouver la bonne réponse, bien sûr. Voici une deuxième erreur. Alors, voyez-vous comment l'élève... Bon, l'intention est bonne, mais boy, il manque quand même plusieurs notions à cet élève. Et voici l'analyse. Alors, dans ce cas ici, voyez-vous comment il y a moins de la moitié de la province qui a eu la bonne réponse, ce qui est quand même énorme,
il y avait 817 erreurs uniques et la description ici, la soustraction d'un nombre décimal à un nombre naturel. Voilà la description selon Alberta Education, bien sûr. Et en fait, voici ce qui est fort intéressant. Parmi nos élèves les plus forts, 91% ont eu la bonne réponse, mais parmi les élèves qui ont eu la norme acceptable, boy, ils ont eu de la misère, 38%. J'ai un commentaire, je fais une pause et je vais le lire, pour les questions de transformation. Est-ce que les élèves peuvent utiliser une feuille transparente et un marqueur pour trouver la réponse? Oui. La réponse est oui, Katia, et je l'ai lu dans le document justement cet après-midi. On continue. Alors, parmi les élèves les plus faibles, seulement 6,6 des élèves ont eu la bonne réponse. Et voici des exemples de réponses uniques parmi les plus communes chez nos élèves en tout et partout. D'accord? Continuons. OK, crayon papier. Maintenant, on est dans la partie B, ce qui veut dire que vous avez droit à la calculatrice. Voyons une question. Voici un arbre des facteurs du nombre 36. Et j'espère que vous voyez toute la diapo cette fois. Sinon, voici le diagramme. 2, 18, en dessous de 18, 2, 9, en dessous de 9, 3, 3. Et la question se lit ainsi. Lequel des énoncés suivants est vrai? Le produit de deux nombres premiers est toujours un nombre premier. Le seul facteur premier du nombre 36 est 3. Les nombres 2 et 3 sont des nombres premiers. Le nombre 9 est un nombre premier. Plusieurs d'entre vous avaient pris la peine de répondre merci infiniment. Effectivement, la réponse est C. La voici dans le diagramme. Je vais la souligner ici. Et on nous dit ici que 61% de la province a eu la bonne réponse. On nous dit également que cette question est considérée comme une question de complexité faible. D'accord? Et la description correspond à identifier les facteurs premiers d'un nombre inférieur à 100, qui semble quand même assez simple au départ. Je ne suis pas sûre, Nicolas, qu'est-ce que tu veux dire par vérifie la lecture? Est-ce que tu fais référence à la lecture des choix de réponse? René, je veux juste dire qu'un bon lecteur a plus de chances de réussir la question parce qu'il y a beaucoup de lecture, je trouve, quand même. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de... Il faut comprendre les mots. Donc, je suis tout à fait d'accord. D'où l'importance, je pense, c'est d'encourager dans votre salle de classe les élèves à parler. Que ce soit en immersion ou au francophone, parler permet bien sûr de promouvoir la langue, mais parler comme un mathématicien, on peut seulement le faire en maths. Et c'est le rôle de l'enseignant, je crois, de mettre une emphase là-dessus. Il y a toutes sortes de belles activités qui existent pour encourager ce qu'on appelle le discours numérique, c'est-à-dire encourager l'élève à utiliser le vocabulaire approprié dans des circonstances variées. Alors ici, c'est un cas, tu as tout à fait raison, le niveau de lecture de nos élèves peut faire une différence ici. Je suis d'accord. Donc, allons voir l'analyse de cette question. C'est quand même considéré faible. 61% des élèves ont eu la bonne réponse. On l'avait mentionné il y a un moment. Alors, au deuxième tableau, et regardez ce qui est fort intéressant. Alors, la réponse est C, c'est cette colonne, et ça nous permet de voir que même nos élèves, voyez-vous, il y a quand même, les élèves qui sont sous la norme acceptable ont quand même eu un certain succès. Donc, ce n'était pas trop difficile selon ces données-là. Je ne peux pas vous dire vraiment, je ne connais pas les élèves qui ont écrit, mais il semble qu'il y a un certain succès. Question suivante. Papier crayon avec calculatrice si besoin. Dans un terrain de camping, il y a 100 sites de camping. Le premier week-end du mois de mai, il neige toujours, mais ce n'est pas grave, 25% des sites de camping sont occupés. 25% des sites de camping sont occupés. Question. Quelle fraction représente le nombre de sites de camping qui sont occupés sur ce terrain de camping? Alors, j'ai des gens qui ont commencé à répondre.
Merci beaucoup de votre, en passant, merci pour votre grande contribution au sein de la boîte de conversation. Allons voir, effectivement, la réponse devrait être C, bien sûr. Allons voir de quoi il s'agit ici. Alors, malgré que la réponse, oui, a tout à fait, Katia, c'est une question de complexité faible, toutefois, seulement 77% des élèves ont eu la bonne réponse, quand même intéressant, et la description correspond à exprimer un pourcentage donné sous forme de fraction, qui n'est pas nécessairement très difficile entre moi et vous. Et regardez le désastre. La réponse est C. La réponse est C. Alors, les élèves qui ont eu la norme d'excellence ont répondu D. Vous vous rappelez qu'est-ce que D? J'y retourne. D était 1/5. Alors, il faut se poser la question, d'où vient cette erreur et pourquoi existe-t-elle? Pourquoi nos élèves les plus forts ont choisi D plutôt que C? Souvent, on se dit, quand la question est trop facile, on cherche à trouver on cherche à la compliquer finalement. Et effectivement, elle était tellement simple qu'elle était peut-être trop simple pour nos élèves qui sont de niveau d'excellence. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. C'est quand même... Et ce qui est étonnant, même les élèves de niveau acceptable ont eu de la difficulté. Seulement 8% d'entre eux ont eu la bonne réponse, qui est quand même meilleur que les élèves à la norme d'excellence. Et voilà, les élèves les plus faibles ont quand même eu un certain succès. Donc, à n'y rien comprendre dans un sens, mais on doit s'inquiéter un petit peu que l'élève, peut-être par cause de nervosité, peut-être que cette question c'était la 20e question, je vous ferai remarquer, alors peut-être que l'élément fatigue commençait à rentrer. Qui sait? Certains facteurs nous échappent des fois. Maintenant, on parle de normes acceptables et normes d'excellence depuis un certain temps. Je vais juste vous donner une petite vue de ce que c'est. Et sachez que la page 4 du document, je pense qu'ils ont 8 commentaires différents pour la norme acceptable et 8 pour norme d'excellence, alors que moi, je vous en présente seulement 3 pour vous donner un petit goût d'aller voir plus loin. Donc, on vous dit par exemple que dans une question de type de norme acceptable demanderait d'utiliser des stratégies de résolution de problèmes familières pour résoudre des problèmes habituels. Maintenant, quelle est la définition de habituel? On pourrait en discuter longtemps. Maintenant, comme on n'a pas le choix de voir cette discussion ici, je peux simplement présumer que les problèmes habituels sont plutôt ceux de type moyen qu'on retrouverait dans mes manuels d'élèves, etc., etc. Je ne connais pas les critères et ils ne sont pas décrits davantage. Mais sachez que pour la norme d'excellence, on dit que les problèmes seraient de type non habituel, encore une fois, très variable. C'est à nous à l'interpréter, je crois. Mais avec l'expérience, plus vous aurez de l'expérience à administrer des tests de rendement en mathématiques, plus vous aurez une vision de qu'est-ce que c'est un problème habituel et un problème non habituel. Et je dirais, par exemple, que le camion qu'on a essayé de remplir plus tôt, le choix multiple qu'on avait, on avait des petits paquets, des moyens paquets et des gros, je pense que ceci serait plutôt un problème non habituel dans le sens que nos élèves n'ont pas l'expérience de remplir des camions ou d'essayer d'équilibrer un camion. Un deuxième exemple, établir des liens et appliquer des expériences et des stratégies de résolution de problèmes personnels pour résoudre des problèmes habituels, alors que pour la norme d'excellence, ce serait pour vérifier les solutions de problèmes, encore une fois, non habituels. OK? Troisième exemple, utiliser des processus logiques pour analyser et résoudre des problèmes habituels, encore une fois. Mais ici, la nuance est plus importante. Utiliser des processus logiques pour analyser et résoudre des problèmes complexes. Alors, on se promet ici de parler de problèmes complexes pour tirer des conclusions et justifier ou défendre des conclusions. Donc, justifier et défendre des conclusions, c'est vraiment haut en haut de la taxonomie de Bloom, d'où l'importance de la norme d'excellence. J'espère que vous avez été capable de voir les deux côtés de la diapo cette fois-ci. Maintenant,
Afin de vous donner des exemples, j'ai dû aller tirer ailleurs. Alors, je suis allée tirer une question de 2016. Allons voir. Puisque c'est choix multiples, vous avez le droit à papier, crayon et calculatrice. Éric utilise une régularité de cercle et de carré pour créer 4 motifs. Dans le tableau suivant, on montre le nombre de cercles et de carrés utilisés pour les 4 motifs. Je vous laisse lire le nombre de cercles versus le nombre de carrés pour chacun des motifs. La question est, laquelle des équations suivantes représente la relation entre le nombre de cercles x et le nombre de carrés y montré dans le tableau ci-dessus? OK, personne semble être capable de voir la diapo. C'est blanc pour tout le monde. Est-ce que vous la voyez maintenant? Alors, on s'en excuse. Je la vois à l'écran présentement. Est-ce un bon moment? OK, personne ne la voit. Moi, pourtant, Éric, de mon côté, je la vois très bien puisque je suis capable de la lire. Donc, si on pensait à René, la prochaine je peux partager l'écran. il faut dire qu'il y a... Oui, parfait. Oh, ça commence à dire oui. Attends une minute, il y a des gens Excellent. qui disent oui. Donc, c'est bon signe. Si le oui veut dire qu'il voit la question. Attends. Donc, on se doit de retourner Et voilà ceci. maintenant. Oh, plus maintenant. Oui. OK, je touche à rien, Éric. Oh, OK, Catherine nous dit oui. Oh, good. Alors, on y reste un petit peu plus longtemps pour vous donner la chance de l'essayer. Et, dans la boîte de conversation, me donner un choix de réponse, s'il vous plaît. Alors, il y a des tentatives de réponse qui rentrent. Merci infiniment de votre patience et merci d'avoir trouvé la réponse. Effectivement, ici, x plus 3, donc la réponse A est appropriée ici. Maintenant, est-ce une question de complexité faible, moyenne ou grande selon vous? OK? On a... Et tout dépend bien sûr de votre interprétation du programme d'études et ça peut, et de comment vous avez vous-même présenté ce type de concept à vos élèves. Alors, allons voir. Ici, ça dit que c'est de complexité dite moyenne. Voilà. Ça vient de relation, régularité et relation. C'est la question 3 de l'examen 2016 et ça parle de 5e année ici. D'accord? Donc, si vous avez cru que c'était grand, peut-être qu'aujourd'hui, vous venez d'apprendre quelque chose. Et c'est correct, c'est tout à fait correct. L'idée ici n'est pas de juger votre réponse, mais plutôt de voir comment est votre jugement par rapport à une question et comment vous pouvez mieux préparer vos élèves étant donné ce type d'information. Le deuxième tableau nous montre ici, bien sûr, le niveau de succès de nos élèves. La réponse était A. Malgré tout, regardez bien le niveau de succès des élèves qui sont en dessous de la norme acceptable. C'est quand même pas mal. D'accord? Alors, allons à la question suivante. Je l'ai tirée de 2015. On espère que... Oh, ça fait 2 fois que je viens pour écrire et ça ne fonctionne pas. J'essaie de lever la main ou parler et ça ne fonctionne pas. J'entends quand même la voix de René. Éric, on pourrait peut-être te donner la charge de contacter Luc, parce que si Luc a de bonnes questions, ça me ferait bien sûr plaisir d'y répondre. Alors, je te laisse, Éric, l'opportunité de répondre à Luc. Je me déconnecte et je me reconnecte pour que ça fonctionne ensuite. Bonne chance, Luc. OK. En attendant Luc, voici la question suivante. On mélange les ingrédients suivants pour créer une collation. On parle de 2 tasses de céréales de riz, 2 tasses de céréales de maïs, etc. Et la question qui est dite réponse numérique ici, mais qui sera choix multiple plus tard, étant donné qu'on n'a plus de réponse numérique, quel pourcentage de cette collation est représenté par les pretzels et les noix mélangées? Alors, il semble avoir un bon nombre de personnes qui se lancent vers le 30%. OK, allons voir les informations. Donc, on dit ici que c'est de type moyen. La réponse vient dans le diagramme suivant en passant. Et étant donné une liste d'ingrédients et leur qualité pour créer une collation, déterminez le pourcentage de la collation qui est représenté
par 2 des ingrédients. Ça, c'est la description. Voilà. Et si jamais vous aviez la description et non la question, je pense que la description est assez claire pour que vous inventiez une question de ce type que vous pourriez utiliser auprès de vos élèves, à un moment donné, durant l'année scolaire, bien sûr. Alors, le deuxième tableau arrive. On dit, oh, j'ai pas le niveau de complexité ici, désolé. D'après moi, c'est une complexité moyenne. Oui, on l'a, moyenne, c'est vrai. Et c'est la réponse qu'on n'a pas, malheureusement. Et voici le niveau de succès des élèves. Et je crois qu'il y en a une dernière tirée de 2014, papier, crayon et calculatrice. Voici une question. On a un tableau ici. On appelle ça la prémisse en passant. Tout ce qui est encadré s'appelle une prémisse et la question suit toujours. Laquelle des paires ordonnées suivantes trouve-t-on sur la droite montrée dans le graphique ci-dessus? On ne peut pas voir. Eric, peux-tu faire de la magie une autre fois? Écran blanc encore pour Luc. Alors, je te laisse jouer avec ça, Eric. C'est vraiment les dommage parce que animations, de René, mon alors côté, il on suffit voit, d'avancer ça dit voilà. d'avancer, de Alors, cliquer sur merci, la il y a flèche quelque à chose. droite. Ah, magnifique. Une fille avertie en vaut 2. Alors, je viens de faire des maths. Une équivaut à 2. Ah, OK. Donc, on présume que, bon, il y a quelques réponses qui commencent à arriver et c'est D. Est-ce que, maintenant, je vais prendre une pause dans la boîte de clavardage. Allez-y et donnez-moi la réponse que vous pensez la plus commune comme erreur. Erreur commune. Et non pas la bonne réponse, mais plutôt une erreur commune cette fois-ci. Alors, Katia présume que l'erreur commune serait A. Oh, Karen, le choix 6-8 n'est pas un des choix. Par conséquent, je peux voir que ce serait une erreur, tout à fait. Mais comme c'est pas un choix, on pourrait pas témoigner de cette erreur, tu vois. Et Luc est d'accord pour dire que le choix A est une erreur courante. Alors, voici donc les 2 tableaux cette fois. Et je reviens pour vous montrer. Voilà. Alors, ici, on nous dit que c'est une complexité faible. C'est la question 28 de 2014. Effectivement, voici la réponse D qui est la bonne réponse. C'est ce que vous m'avez donné. Mais il demeure que la réponse A est quand même régulièrement utilisée. C'est une source d'erreur. Donc, sachant la source d'erreur, comme enseignant, on espère que vous pourriez alors mieux entraîner ou coacher vos élèves à mieux lire le cadran 1 d'un plan cartésien. Voilà. Conseil aux élèves. OK. Voici maintenant votre opportunité d'écrire dans la boîte de clavardage. Je vais vous demander d'écrire dans la boîte de clavardage, en phrase complète ou non, c'est pas important, je peux relire pour tout le monde. Tapez un conseil que vous donnez à vos élèves en préparation d'une évaluation. Faisons une liste ici. Si vous voyez déjà votre premier conseil apparaître dans la boîte de conversation, ce serait génial si vous passiez à une autre. J'ai pas besoin qu'on répète 15 fois la même chose, mais plutôt qu'on ait une variété de choses que vous faites dans votre salle de classe qui permettraient à vos élèves d'être davantage prêts pour une évaluation, que ce soit le test de rendement ou un petit quiz de 2 questions ou une évaluation sommative. Alors, prendre le temps de bien lire les questions. En francophone et en immersion, c'est tout à fait une réalité. Je peux même dire qu'en anglais aussi d'ailleurs, il n'y a pas dormir avant. Oui, dormir avant, se reposer. Et savez-vous quoi? Il y a une étude qui a montré que les enfants qui font de l'exercice physique avant une évaluation apportent davantage d'oxygène au cerveau et par conséquent est plus prêt à répondre à ces questions, est plus alerte. Alors, l'exercice. Et c'est ce que j'ai vu dans une recherche. Croisez les réponses que vous saviez sont certainement pas des bons choix, donc enlevez des distracteurs. Estimez la réponse pour voir si elle a du sens. Magnifique. Étudier à l'avance, créer des schémas conceptuels. Tout à fait adéquat, Katia, merci. Faire l'épreuve ou une soustraction à faire quand la question est une addition. Oui, donc faire l'opération opposée pour vérifier une réponse. Tout à fait. Souligner les mots-clés, bien sûr.
Saute une question lorsque tu n'es pas certain, reviens plus tard, ne perds pas de temps. Magnifique, Isabelle. Réviser en faisant le problème comme si c'était la première fois que tu le faisais et vérifie si tu as 2 fois la même réponse. Tout à fait. Donc, cachez votre choix de réponse qui a été fait préalablement afin de voir si vous obtenez vous-même la même réponse. Passez des questions difficiles et revenez plus tard. Oui, oui, oui. La psychologie derrière une évaluation de la sorte, et je parle ici de tests de rendement, tout à fait. Quand la question semble difficile, passe-les. Perds pas ton temps là-dessus. Essayez de trouver la question avant de regarder les réponses. Voyez si la réponse que vous avez eue est une option. Tout à fait. Merveilleux. Vous êtes, en termes de groupe, une source d'information excellente. Il y a, bien sûr, dans le document que je vous ai montré, d'autres conseils. Entre autres, passe rapidement en revue tout le test avant de commencer. Alors, on suggère à l'élève d'aller voir les 40 questions de la partie B d'abord. Trouve combien de questions il y a dans le test. Bien sûr, ils le sauront à l'avance, mais planifie ton temps en conséquence. Tout ça, ça peut être utile pour certains élèves. Écoutez, si c'est utile à un élève, c'est donc utile. Un deuxième que j'ai retrouvé, c'est répondre d'abord aux questions plus faciles, puis retourne aux questions plus difficiles. Et le reste, bien sûr, c'est dans la boîte de clavardage que vous avez partagée. Merci infiniment. Vous résumez en fait pas mal tous les conseils donnés dans le document d'Alberta Education. Ceci se retrouve en passant dans le bulletin d'information de mathématiques, page 5. Suggestion d'approche. OK. Alors, durant toute l'année scolaire, ce serait pratique de faire des questions de faits arithmétiques. C'est la partie A. Ce serait intéressant aussi de pratiquer des questions à choix multiples. Bien sûr. Parlons de ceci. Comment pratiquer les faits arithmétiques? En fait, la répétition est souvent une bonne chose. Mais comprendre les erreurs des élèves pour expliquer comment éviter ces erreurs, voyez-vous, pour être d'intérêt dans votre salle de classe. Bien sûr, il y a NetMath, qui est un site de pratique qui est payant toutefois. Il y a le jeu Missing Multipliers qui est gratuit sans connexion. Si vous voulez cliquer le lien un jour, vous êtes bienvenu de l'essayer. Il y a les Ken qui pourraient être intéressants et autre chose. Mais sachez que il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais dans une session donnée par une dame des États-Unis. Elle a dit, mot pour mot, qu'un élève, pour apprendre ses faits de multiplication, l'élève devrait être exposé à ces mêmes faits 1000 fois. Je répète, 1000 fois. Être exposé 1000 fois à 6 fois 8. Okay? C'est quand même énorme. Et je ne dis pas que c'est ça que vous allez faire en salle de classe. Toutefois, en bout de ligne, depuis qu'ils ont commencé à apprendre leur fait de multiplication en 3e année, probablement que de 3e à 6e année, peut-être qu'on a atteint ce chiffre magique. Et ce chiffre magique est probablement moindre pour certains élèves et probablement plus grand pour d'autres, bien sûr. Alors, je présume que oui, Isabelle, tu peux avoir, Eric va partager le lien à cette vidéo, à ce webinaire, bien sûr. Pour pratiquer les questions à choix multiples, commencez une période ou une semaine avec une question. Peut-être que la question est au tableau, peut-être que la question est sous forme papier, mais peut-être qu'un entraînement, une question par semaine pourrait être une suggestion. Si vous êtes un enseignant qui avait la chance de faire des stations, des centres de mathématiques, peut-être qu'il y aurait un centre consacré aux questions à choix multiples, que ce soit mathématiques ou d'autres sujets, de sorte qu'ils s'habituent à ce concept, s'habituent à éliminer les distracteurs et tout le reste. Insérez une question du ministère, ici et là, dans vos évaluations sommatives durant l'année. Décortiquez une question afin de réviser le concept, mais aussi d'apprendre comment éliminer des distracteurs. Alors, tout ça sont des étapes, et elles sont des étapes très intentionnelles pour que l'élève puisse à réaliser que les questions à choix multiples, qu'il n'a pas eu beaucoup avant 6e année, sont pas si pires que ça. Ça devrait être faisable, et donc éliminer la peur. Il me reste 6 minutes. Parlons des parents. Ce guide des parents, qui est en anglais et en français, est aussi disponible dans le lien que vous allez avoir. Le guide de parents est pour tout sujet et voici ce qu'il contient. Les buts, comment aider les élèves, la description des 5 tests de rendement, mathématiques, sciences, français, anglais, études sociales. Ça donne même des modèles de questions pour chaque sujet et ça parle des rapports.
Et je vous rappelle que les rapports ont l'air de ceci. Un rapport que le parent va recevoir. Vous aurez transmis les résultats bruts. Maintenant, ici, sur ce rapport, ce sera les résultats pondérés, c'est-à-dire le 10% versus le 90%. Ça a l'air de ceci. Alors, la petite bulle blanche, c'est la note de l'élève dans chacun des sujets. Et au verso, on retrouve ce diagramme. Et je le grandis ici, j'espère que vous le voyez. Et vous voyez ici, j'ai encerclé que la note pour la norme acceptable en juin dernier était 41%. Okay? Alors, ça indique que l'examen était probablement plus difficile que prévu. Alors, je pense qu'il y a une question. On parle de... Quelqu'un a voulu prendre le microphone? Okay? Alors, les résultats, donc, vous aurez envoyé les résultats bruts. Les résultats sont aussi transmis par conseil scolaire et école, et c'est rendu public en octobre de l'année. Oh, Katia me donne un beau conseil ici. J'ai créé des mini-examens avec des anciens tests de rendement rendus publics. Je suis en train de les utiliser pour évaluer, comme évaluation, avec d'autres évaluations, bien sûr. Elles sont organisées par sujet. Est-ce que ceci serait trop difficile pour eux? Non. Écoute, Katia, je ne suis pas dans ton contexte, et il est possible que ce soit trop difficile parce qu'écoute, oublie pas que l'examen a 3 niveaux de complexité. Et si tu n'es pas prudente, il se pourrait que tu aies choisi des questions de niveau de complexité grand, alors que il y a un mix dans un vrai test de rendement. Donc, sois prudente quand tu choisis tes questions pour avoir une variété de faibles, moyens et grands. C'est juste mon conseil à te donner, mais en termes de difficulté, je ne peux pas le juger sans les voir. Donc, les résultats sont transmis ceci, et c'est les résultats multi-année qui sont nouveaux. Je veux juste vous dire que ça existe, on ne va pas les examiner. Voici les résultats d'un conseil scolaire où en 2016-2017, les résultats étaient plus ou moins bons, et on voit qu'en 2017-2018, il y a eu une amélioration. Et c'est en partie A et en partie B, on voit que l'école en question a démontré de grands succès, n'est-ce pas? Alors, Nicolas, vas-y pour ta question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que l'enseignant de mathématiques va corriger son examen de maths, il va connaître la note, mais sur le bulletin de juin, il n'est pas marqué la note du test de rendement de mathématiques, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, le gouvernement exige que l'enseignant corrige les examens, partie A et partie B, séparément, et que les résultats soient transmis tels quels, donc bruts, et non pondérés. Rappelle-toi, partie A ne vaut que 10%, partie B vaut 90%. Donc, le gouvernement s'occupe de pondérer, parce qu'en fait, c'est environ 10% et environ 90%. D'accord? Donc, la note pondérée va parvenir aux parents sous forme du document précédent, celui-ci. OK? Mais en juin, sous une forme ou une autre, ton enseignant a la responsabilité de communiquer ses résultats. OK? Maintenant, normalement, un test de rendement ne compte pas dans le bulletin. OK? S'il compte, c'est à vous à le déterminer. Toutefois, apparemment, non pas apparemment, on exige que ces résultats apparaissent séparément. Alors, Catherine dit ici, notre directrice attache une lettre pour mettre avec les derniers bulletins pour les parents, mais la note ne fait pas partie du bulletin. Très bien. Alors, tu vois comment une des écoles contourne le problème en envoyant une lettre avec les résultats. Et donc, c'est une exigence. Alors, je me fais juste le messager ici. Je n'ai jamais fait ça. Oh, ben, écoute, à partir de cette année, Nicolas, tu pourras le faire. Et bienvenue. Ça justifie un peu, si tu veux, ta présence dans le webinaire, puisque tu as appris quelque chose. C'est merveilleux. OK. Alors, on continue. Ici, c'est les résultats d'une école sur multi-année encore, juste pour vous montrer à quel point une école s'est beaucoup améliorée dans la partie A, donc partie les cercles bleus. Et partie A était un peu une surprise en 2016-2017, mais ne l'était pas en 2017-2018. Et on voit que ici, l'école a vraiment pris la responsabilité entre ses mains. Et clairement, ou bien c'est une bonne cohorte, une mauvaise cohorte, bonne cohorte, ou bien c'est l'enseignant qui a amélioré ses pratiques, ou bien un peu de tout ça. De sorte que la partie A était un succès fou.
La partie B, bien sûr, a subi aussi une belle amélioration. Félicitations à cette école. Je ne déclare pas le nom de l'école, toutefois, sachez que ceci est en ligne et c'est public, école par école. Consortium. Alors, remettre les notes aux élèves seulement ne serait pas suffisant. Le paragraphe du document dit bien que les notes doivent être remises aux parents. Si tu les donnes aux élèves, on sait très bien le risque que tu prends. Dernier conseil, prenez le temps de discuter avec votre direction. Il y a souvent des attentes de la direction ou des attentes du conseil scolaire que vous aimeriez peut-être connaître à l'avance. Est-ce qu'il y aura de la pluie disponible durant l'année? Est-ce qu'il y aura de la pluie disponible durant les examens? Sachez qu'un élève qui prend 70 minutes dans la partie B, mais a fini dans le temps alloué officiellement, mais qu'il y a d'autres élèves qui prendront 140 minutes. Alors, 70 minutes supplémentaires. Est-ce qu'il y aura de l'aide pour superviser les élèves qui finissent tôt? Est-ce qu'il y aura de l'aide pour superviser les élèves qui finissent tard? Alors, il y a un paquet de choses que vous voulez peut-être consolider avec votre direction pour voir comment ça va. Vous voulez peut-être revoir les résultats et analyser les résultats des années précédentes dans le contexte de votre école, surtout si vous êtes nouveau à cette école, pour voir comment on peut améliorer les choses. Donc, avec la direction, vous pourriez aussi parler de l'horaire de l'examen. Par exemple, personnellement, je trouve que la partie B étant de 90%, je mettrais la partie B un matin. Et alors que la partie B, je la mettrais peut-être l'après-midi, quand les élèves ont perdu un petit peu de niveau d'attention, ça compte seulement pour 10%, etc. À l'encontre de cette idée, il y a des gens qui me disent, ben écoute, non, on devrait mettre la partie A le matin parce que les élèves n'ont pas le droit à la calculatrice. Et tout d'un coup, c'est plaisant en partie B dans l'après-midi d'avoir accès à la calculatrice. Donc, il y a le côté psychologique de tout ça. Alors, voilà des petits détails comme ça qu'il faudrait peut-être discuter avec votre direction d'école afin de mettre les points sur les i, les barres sur les t et voir c'est quoi les attentes. Alors ici, sans cliquer, sachez que pour voir tous les documents dont j'ai parlé et plus, j'ai même mis des vieux examens, ok? Vous cliquez sur ce lien. Si vous voulez voir les rapports multi-années, il faut cliquer sur ce lien. Et la raison pourquoi je ne les ai pas mis tous dans le même document, c'est que les rapports multi-années, étant donné qu'il y a beaucoup de conseils scolaires différents qui sont présents dans le webinaire, étant donné qu'il y a beaucoup d'écoles différentes qui sont présentes dans le webinaire, je ne pouvais pas me permettre de télécharger tous ces documents pour vous. Donc, si vous voulez avoir des vieux examens, si vous voulez avoir tous les documents, le guide des parents en anglais et en français, si vous voulez voir le bulletin d'information pour les enseignants pour les 5 sujets, ce sera le lien qui est en haut et les rapports multi-années en bas. Je prendrai des questions et je vais les prendre, les questions bien sûr, mais il est passé 5 heures. Et comme il est passé 5 heures, je ne peux pas vous retenir davantage, mais je veux prendre un moment pour remercier le Consortium provincial francophone d'avoir accepté d'offrir ce webinaire pour vous cet après-midi. Et bien sûr à Éric Caron, notre consultant et spécialiste en technologie qui nous a permis d'avoir cette formation cet après-midi. Alors, je suis grandement reconnaissante d'avoir pu partager avec vous ces informations. Je ne suis plus employée du Consortium provincial francophone. Toutefois, si jamais vous avez besoin de mes services, ça me ferait plaisir de vous aider. Alors, suite à ceci, Éric, je pense qu'on peut se permettre d'arrêter l'enregistrement. Alors, un gros merci encore une fois d'avoir contribué et participé à ce webinaire. Le lien vous parviendra, bien sûr, pour une réécoute possible plus tard, si possible demain, comme disait Éric, plus tard dans la semaine sinon. Si vous avez des collègues de 6e année qui n'ont pas pu participer, partagez le lien. Ça vaut la peine, il y a de l'information fort intéressante qui pourrait être de valeur. Et en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'élève ait